Alors, quelle valeur donner à l'argent? Je vous souhaite à tous et toutes bienvenue sur ce midi de lueur de janvier. Quelle valeur donner à l'argent? C'est le titre qu'on a choisi, pour, commencer cette année. De son usage plutôt hégémonique, hein, dans nos rapports économiques, d'échange de biens et de marchandises, jusqu'à sa tabouisation dans nos liens personnels. Nous y répondons aujourd'hui. On va essayer plutôt d'y répondre avec vous sur ce webinaire Les Midis de l'UR. Notre invité, vous l'avez vu, est aujourd'hui Jeanne Lazarus. Pour vous présenter brièvement, Jeanne Lazarus, vous êtes directrice de recherche en sociologie au CNRS, doyenne au Collège universitaire de Sciences Po Paris. Et pour ce qui touche à notre sujet aujourd'hui, vous avez publié un nombre assez conséquent d'ouvrages. L'épreuve de l'argent, banque, banquier, client en 2012, sociologie de l'argent avec Damien Blic en 2021 et les politiques de l'argent en 2022. On le voit, c'est un sujet qui semble vous passionner. Vos recherches vous portent principalement sur trois axes: l'argent et la banque, les politiques publiques de l'argent des ménages et l'argent des femmes. Aujourd'hui, notre focale sera plus générale, plutôt pour nous aider à défricher les hautes herbes de la question, et portera sur deux lectures qui, à un siècle d'écart, se questionnent ou tentent de répondre sur la valeur que peut investir l'argent et de la place qu'il prend dans nos vies à travers l'analyse qu'en font deux sociologues, Georg Simmel et Viviana, je vous disais, j'arrive pas, Viviana Zelizer. On ouvrira un temps de questions-réponses vers 13h30. Voilà. À peu près, c'est tout pour cette introduction. Merci, Jeanne Lazarus, d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole pour nous éclairer sur ce sens, cette valeur que nous pouvons donner à l'argent. Ou comment donner de la valeur à l'argent. Merci, Jeanne. Merci beaucoup, Nicolas, de cette invitation. Merci à toutes et tous de votre présence. Donc, j'ai organisé ma présentation avec d'abord une première partie effectivement théorique en vous présentant quelques auteurs importants, puis une deuxième partie qui sera sur est-ce que en France on a un rapport particulier à l'argent et notamment cette idée que l'argent serait tabou en France pour réfléchir un peu là-dessus. Après, on discutera de la valeur de l'argent et puis une dernière vraiment un peu partie conclusive sur les rapports avec la banque qui sont effectivement un des axes de mes recherches depuis un certain temps. Donc, euh, alors, est-ce que ça marche? Non, alors j'ai mis mon... Voilà. Donc le premier point, c'est l'enjeu de la monétarisation. Parce que, en fait, le point de départ de l'intérêt qu'on peut avoir pour l'argent quand on est sociologue, c'est que nos sociétés contemporaines, occidentales, mais en fait dans le monde entier, se caractérisent par une présence d'argent permanente pour tous les types d'échanges qu'on peut avoir et Ah, aussi par le Je, fait qu'on est des sociétés beaucoup plus riches que, qu'elles ne l'ont été dans tous les siècles précédents. Et donc il y a eu un mouvement qu'on peut qualifier de monétarisation, où les échanges et la vie sociale est devenue de plus en plus monétaire au cours du 19e siècle. Et en fait, c'est un des éléments disons, de la modernité. Hein, on peut considérer qu'à partir de la révolution industrielle, on a des grands changements comme l'urbanisation, comme l'industrialisation et la monétarisation. Et en fait, les premiers sociologues, ils s'intéressent à ces changements. Donc, ils s'intéressent beaucoup à la question de l'urbanisation et de l'industrie. On changer les façons de travailler, changer les façons d'habiter, ça va changer le lien social. Mais il y a aussi une des transformations de cette époque, c'est que le lien social est désormais monétaire. Et donc, c'est là que arrive le premier sociologue dont je vais vous parler, qui est Georg Simmel, qui est donc un de ces pères fondateurs de la sociologie, qui est allemand, et qui, donc à la fin du 19e, au début du 20e, observe ces nouvelles sociétés. Simmel, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la question de qu'est-ce que ça veut dire de passer de petits groupes sociaux à des grands groupes. Qu'est-ce que c'est que cette vie en ville? Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles relations? Et donc, un des enjeux, c'est la monétarisation. Et donc, il écrit en 1900 un livre qui s'appelle Philosophie de l'argent,
où il analyse ce qu'est cet objet et ce qu'il fait aux sociétés. Euh, donc, euh, donc, ce que nous dit Zimmel, c'est qu'on a une circulation qu'on n'a jamais eue. On peut d'ailleurs se poser ces questions-là sur l'argent contemporain en se demandant est-ce que l'argent aujourd'hui, est-ce qu'avec l'argent dématérialisé, on a encore un nouveau stade, puisque les analyses de Zimmel, c'est il y a plus de 100 ans. Donc est-ce que c'est encore d'actualité ou bien est-ce que on a une accélération qui est tellement forte des échanges monétaires qu'on est passé à un nouveau monde qui nécessite d'autres types de cadres d'analyse. Et ça, peut-être qu'on pourra en discuter si vous voulez dans les questions. Alors, ce que nous dit Zimmel, c'est que ces sociétés monétaires, elles sont à la fois, enfin, que cette monétarisation, elle a des côtés très inquiétants, mais elle apporte avec elle des gains pour les individus. Alors, donc, ce qu'il fait dans son livre, et c'est un livre qui est vraiment très intéressant parce que c'est pas une critique en règle de l'argent. On pourrait imaginer un livre qui dise c'est horrible, on avait des sociétés qui étaient, où on avait des relations correctes entre les gens, où c'était la culture, la religion et les valeurs familiales qui prônaient. Et désormais, on a une société où il n'y a plus que l'appât du gain qui gère toutes les relations. Mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe, ce qu'il nous explique, et il essaye vraiment de comprendre ce que ça fait. Et donc, il utilise un terme qui est un désaffectant. Donc, il nous dit, l'argent, ce qu'il fait dans une relation sociale, c'est qu'il enlève l'affect. Donc, il prend un exemple enfin, c'est un exemple qu'on peut reprendre assez facilement, qui est celui de comment on valorise un objet lors d'un héritage. Et les notaires, par exemple, ils savent bien ça. Si on a un objet que plusieurs personnes veulent, par exemple un bijou qui appartenait à quelqu'un dont on hérite, on va chacun le valoriser avec de l'affect, en disant, mais oui, mais ce bijou, il a été porté par ma mère, c'est pas la valeur économique, mais c'est la valeur affective que j'y mets. Et puis Ça coupe un chacun. peu. Oh. Ah, vous m'entendez mal? Ah oui, d'accord. Non, c'est Non? très fluide. Enfin, Chez nous. D'accord. Donc tout va bien. je continue. C'est moi en fait. Pardon. Allez-y. Ok. Et donc, l'aspect désaffectant de l'argent, c'est que si donc ce que font parfois les notaires, ils disent, bah, comme on n'arrive pas à mettre d'accord les héritiers sur une façon de se répartir la valeur des objets, on va les faire passer par une vente aux enchères et on va donner une valeur économique, on va donner une valeur monétaire, parce que la valeur monétaire, on peut s'accorder dessus. Les valeurs affectives, en fait, elles vont différer d'une personne à l'autre. La valeur que je donne à ce bijou, c'est s'il appartenait à une personne que j'aimais, etc. Ça va être beaucoup plus difficile à partager avec une autre personne qui n'a pas connu cette histoire ou qui n'a pas eu la même histoire avec cette personne. Et donc, en fait, la valeur qu'on donne aux choses, si elle n'est pas économique, on ne s'accorde jamais. On va chacun avoir des échelles de valeur liées à notre histoire et à plein de choses. Avec la valeur économique, c'est sa grande force, enfin la valeur monétaire, on peut s'accorder dessus. C'est-à-dire qu'on peut dire 100 euros, tout le monde est d'accord sur la valeur que ça a si on reste dans l'espace économique. Et donc, dans un certain nombre de cas, ça va ouvrir la possibilité d'accords entre des gens, par exemple, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas la même culture. Et donc, c'est ça la grande force du commerce, hein, et en dehors même du capitalisme, c'est qu'on peut commercer avec des gens avec qui on ne partage rien d'autre que le lien monétaire. Mais ce qu'on sait dans la tradition, ce que nous disent les anthropologues, par exemple, c'est que dans très 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 longtemps, et encore d'ailleurs maintenant dans certains espaces, euh, on ne commerce pas avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Et donc on sait qu'on a des types de monnaies qui servent à certains types d'échanges, qu'on a le droit d'échanger avec certains groupes mais pas avec d'autres. Et en fait,
la dynamique capitaliste, c'est de progressivement élargir l'espace qui peut être, où on peut avoir des échanges monétaires. Et donc de faire en sorte qu'on puisse avoir des échanges monétaires, par exemple, tout le temps. C'est-à-dire pas seulement qu'il n'y ait plus de jours fériés, qu'il n'y ait plus de jours où la religion va dire comment on a les échanges monétaires. Ça n'est plus, et donc ça c'est toute la bagarre, si on peut dire, entre les sociétés et puis progressivement une sorte d'autonomisation du champ économique, c'est de continuer à avoir une préséance de la façon dont on veut organiser la société sur la façon dont l'argent fonctionne. Mais ça, je reviendrai dessus. Et donc, ce que nous dit Simmel, c'est que l'argent moderne, il permet d'objectiver la valeur. Il nous dit aussi que l'argent, c'est le moyen absolu. C'est-à-dire que ce qui fait la force de l'argent, c'est que tant que l'argent n'a pas été utilisé, il a une potentialité infinie. Puisque le jour où je vais l'utiliser, je peux acheter tout ce qui est à vendre avec les euros dont je dispose. Donc c'est quelque chose qui a une puissance, nous dit Simmel, qui est à l'égal de la puissance divine. Le seul autre espace, on a un moyen absolu, en tout cas une force absolue, c'est la force divine. Et donc c'est très fort ce qu'il nous dit, hein, quand il dit que l'argent est le moyen absolu. Et ce qui fait la valeur de l'argent, c'est précisément sa neutralité. C'est précisément que l'argent ne porte rien. Et c'est pour ça qu'il peut être utilisé dans tous les espaces sociaux. Alors ça crée, nous dit Simmel, des espaces de liberté. Et donc il nous dit que l'argent rend libre parce qu'il sépare l'être et l'avoir, donc ça c'est sa force de désaffectant, c'est-à-dire que je donne de l'argent à quelqu'un parce que je souhaite lui acheter quelque chose, et non pas parce que c'est telle ou telle personne. J'ai pas besoin d'apprécier particulièrement la boulangère pour payer mon pain. Je paye son travail et l'objet que je lui achète. Mais cette liberté, nous dit Simmel, c'est aussi une liberté qui est d'autant plus vraie qu'on a plus d'argent. L'argent des pauvres n'est pas du tout le même que l'argent des riches, parce que quand on a peu d'argent, en fait, cette potentialité absolue, on ne l'a pas. L'argent est déjà destiné à couvrir les besoins fondamentaux, que ce soit s'alimenter, se loger, se vêtir. Et donc, la, la, la liberté avec l'argent est possible à partir du moment où on a pu combler ses besoins fondamentaux. Donc, l'argent des riches et l'argent des pauvres doivent être distingués, hein, et donc dire que l'argent rend libre, c'est vrai dans un certain espace. Mais en même temps, ce qu'il nous dit, c'est que l'argent, c'est aussi une force qui va contre les autres forces sociales, et c'est une force qui est à la disposition de tous les groupes qui n'en ont pas d'autres. Et ça, c'est intéressant parce que Simmel était juif, et Simmel a beaucoup écrit sur les groupes dominés. On n'utilisait pas ce terme à l'époque, mais sur les étrangers, sur les femmes, sur les groupes sociaux qui avaient des situations défavorables dans la société dans laquelle ils vivaient. Et il nous dit, en fait, quand on n'a rien d'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de titre, on n'a pas de prestige par sa naissance, on n'a parfois même pas de famille parce que on est étranger et on vient d'un autre monde social, eh bien, la seule chose qu'on peut faire, c'est pour se trouver une place, c'est passer par l'argent. Et donc il nous dit, toute l'histoire économique montre que l'étranger fait partout son apparition comme commerçant et le commerçant comme étranger. Et ça, c'est vraiment c'est une chose qui est intéressante sur la question de la liberté de l'argent. Et par exemple, quand on parle des nouveaux riches, les nouveaux riches, c'est les gens qui se sont enrichis très vite et qui sont appelés nouveaux riches par contraste avec les anciens riches qui auraient une richesse plus légitime, plus assise, tandis que les nouveaux riches, bah, c'est des gens qui sont, on se méfie un petit peu d'eux, ils n'ont pas l'élégance de ceux qui sont riches depuis longtemps. Et en même temps, le nouveau riche, c'est précisément celui qui n'avait pas la naissance, qui n'avait pas la famille, et qui a réussi à monter dans la hiérarchie sociale par l'argent. Et c'est pour ça qu'on le regarde aussi de haut, parce que à la fois, sa réussite économique fait qu'il a accès à des choses auxquelles il n'avait pas accès par sa naissance, mais ça dérange l'ordre social. Donc l'argent a un potentiel de transformation de l'ordre social qui est très important.
Alors, cela dit, Simmel nous parle de la liberté que confère l'argent, mais il nous parle aussi des risques de société monétaire. Et donc, il nous parle des pathologies monétaires qui sont pour lui des pathologies spécifiques à la modernité, à l'urbanisation. Donc, le premier groupe de pathologies, c'est le moment où on prend l'argent non plus comme un moyen, mais comme une fin. Donc, c'est l'avarice, la cupidité. Il y a aussi le fait d'être économe, mais d'être économe au sens où on va, par exemple, terminer son assiette alors qu'on n'a plus faim, mais parce qu'on l'a payé. Donc, en fait, on ne profite plus de ce qu'on a acheté, mais on met tellement, enfin, comme il n'y a que l'argent qui compte, en fait, ce qu'on fait avec l'argent ne va pas, ne va pas nous satisfaire. Il parle aussi de la prodigalité, c'est-à-dire le fait de dépenser son argent sans compter. Pour lui, c'est l'autre face de prendre le moyen pour la fin, c'est-à-dire de mettre de rendre l'argent central dans les choix qu'on fait. Et de la même façon, la pauvreté volontaire, notamment des ordres mendiants, pour lui, c'est aussi une façon de donner, de mettre l'argent au cœur, que l'argent soit que les décisions qu'on prend ne soient que liées à l'argent, parce que la pauvreté volontaire, ça veut dire on contraint l'ensemble de sa vie à ne pas avoir d'argent. Mais ça, nous dit Simmel, c'est vrai de tout temps. C'est pas du tout lié à la modernité, en fait. Ces questions-là, de prendre les moyens pour la fin, on peut trouver ça dans l'Ancien Régime. L'avarice, c'est pas lié à l'époque contemporaine. Ce qui est vraiment lié à l'époque contemporaine, c'est la perte de sens. C'est-à-dire que la présence de l'argent est tellement forte qu'il finit par être dans tous les interstices et par faire que plus rien n'a de valeur. Parce que comme tout peut être acheté, en fait, on n'a plus aucun goût à rien. Et donc ça va nous mener vers le cynisme ou vers le fait d'être blasé, c'est-à-dire de ne plus trouver, en fait, tout est gris, tout est plat, parce que étant donné qu'on peut tout acheter, eh bien, on n'arrive plus à avoir d'envie, on n'arrive plus à avoir de couleur dans la vie. Alors, donc ça, c'est la vision de Simmel, et Simmel parle enfin, l'argent tel que le décrit Simmel, c'est donc un argent qui est neutre, qui n'a pas d'odeur. L'argent n'est que un intermédiaire entre les échanges. Et c'est là-dessus que donc Viviana Zelizer, dont parlait Nicolas en introduction, euh, propose une autre vision de l'argent. Donc elle, c'est une sociologue contemporaine qui est professeure aux États-Unis et qui s'est intéressée à l'argent également, avec, bon, je ne vous refais pas l'ensemble de sa biographie, je pourrais détailler un peu si vous voulez dans les questions, mais notamment dans un livre qui s'appelle La signification sociale de l'argent, qui est paru d'abord en anglais puis en français. Euh, enfin, la traduction française, il y a une vingtaine d'années. Et donc, ce que nous dit Liliana Zelizer, c'est que l'argent a une odeur, que l'argent est marqué par son origine et par sa destination. C'est-à-dire que l'argent qu'on reçoit en cadeau, par exemple, on ne l'utilisera pas de la même façon que l'argent qu'on reçoit par son salaire ou que de l'argent qu'on aurait volé. Donc l'argent, on sait d'où il vient et il doit servir. Il y a de l'argent qui est sacré, par exemple l'argent pour ses enfants qu'on va mettre de côté parce que on a des projets, par exemple, pour leurs études, ou bien l'argent qu'on a reçu en héritage, qu'on va considérer comme un argent qui doit servir vers la transmission. L'argent par exemple, dans les couples, eh bien, l'argent est marqué entre l'argent du mari, l'argent de la femme. Enfin, si on commence à regarder comment on utilise l'argent, on s'aperçoit que l'argent n'est pas neutre. Et donc ça, c'est ce qu'elle nous explique dans son livre La signification sociale de l'argent. Et en fait, ce qu'elle nous explique aussi, et ça c'est développé dans le livre suivant, c'est que le monde contemporain, donc qui s'est développé au XIXe siècle, il s'est développé en fait, et ça a à voir avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'autonomisation de la sphère économique. En fait, on a eu un grand partage au XIXe siècle entre le monde de la famille et de l'intimité et le monde de l'économie. Et en fait, ça, c'est ça la grande, disons, invention du capitalisme. Jusque-là, l'économique et le reste des sphères sociales étaient mélangés.
Et donc, on savait que, par exemple, un mariage, c'était une question économique. C'était deux familles qui s'unissaient. Mais en fait, il y a un corollaire à ça, c'est que l'économie ne dominait pas les autres sphères sociales. Ce qui dominait, avant tout, c'était les enjeux religieux, les enjeux du pouvoir royal qui déterminaient comment la société devait fonctionner, et l'économie se glissait dans ces interstices. Ce qui se passe au XIXe siècle, c'est que l'économie s'autonomise, mais en miroir, il y a ce que les historiens ont appelé l'invention de la vie privée, c'est-à-dire l'idée qu'on a des sphères qui doivent être des sphères étanches au calcul économique. Et alors, ce qui est très paradoxal, c'est que c'est l'époque à laquelle ça arrive, c'est l'époque de la monétarisation. Donc, c'est l'époque où il y a de plus en plus d'argent, il y a de plus en plus d'échanges qui se font avec de l'argent. C'est à cette époque-là que on considère que dans le monde de la famille et de l'intime, il ne doit plus y avoir d'argent. Et donc c'est ça qui l'intéresse et qu'elle regarde dans ses travaux. Donc ça, c'est ce que donc je vous disais, le marquage de l'argent, c'est ce qu'elle développe dans la signification sociale de l'argent. Mais ensuite, donc ce qu'elle nous dit, c'est que comme on est à la fois euh, dans des sociétés où il y a beaucoup d'argent, mais dans des sociétés où on considère que les sphères doivent rester séparées et que ces sphères que ça dessine des mondes hostiles, c'est-à-dire que on considère qu'il y a une pollution croisée. Si on fait des affaires en intégrant des enjeux de famille, de relations personnelles, on va faire des mauvaises affaires. Et à l'inverse, si dans la famille on intègre des enjeux de calcul économique, on risque d'avoir des relations, enfin on a le sentiment que nos relations vont être moins bonnes, moins authentiques. Et donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on passe notre temps à trouver des bonnes solutions. On passe notre vie à faire en sorte que nos échanges économiques correspondent aux relations qu'on souhaite avoir. Donc par exemple, dans la vie familiale, quand on donne de l'argent, mettons par exemple des parents qui aident leurs enfants et qui leur donnent de l'argent, eh bien, la façon dont ils vont donner de l'argent va être inscrite dans les relations familiales. Donc il va y avoir, ça va pas être un calcul comme quand on va à la banque. Si on va à la banque, on va s'attendre à ce qu'on ait un calcul de taux d'intérêt, etc. Si c'est en famille, ben, on va s'attendre à ce que ce soit fait autrement, que ce soit fait en prenant en compte les frères et sœurs, en prenant en compte les besoins des gens. Et donc en prenant, dans le calcul qu'on va faire, on va faire un calcul, mais dans ce calcul, on va intégrer des dimensions qui ne sont pas purement économiques. Et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir des choses qui vont s'ajuster correctement, qui vont éviter les conflits. Et quand il y a des conflits, bah, c'est que justement, on n'a pas ajusté la relation économique et la relation sociale que l'on souhaite avoir. Euh, alors, j'accélère un peu pour essayer d'appliquer ces questions-là à la question spécifique de l'argent en France. Avec cette idée très répandue que la France se caractériserait par un tabou autour de l'argent. Alors, je prends une minute pour vous montrer ce petit film de personnes qui parlent de la façon dont enfin, donc des personnes qui sont étrangères et qui parlent de la façon dont les Français voient l'argent. On souhaite, c'est la richesse et la prospérité. C'est presque la première chose qu'on souhaite aux gens en France. On ne va jamais souhaiter à un collègue, j'espère que tu vas être riche. Ça ne se fait pas. Money. Ça, dinero, cien. Oui, si, combien j'ai gagné? C'est une question très taboue en France parce qu'on a toujours l'impression que c'est un secret mieux gardé. Ils ont l'impression qu'on est en train de juger la personne. Puis on dit quoi en France? De toute façon, c'est vulgaire de parler de l'argent. C'est une règle presque éthique. On n'en parle pas entre collègues dans la société. C'est créer des problèmes avec le travail, c'est créer des problèmes avec tes amis, c'est des bagailles absolues, ça c'est clair net. En Inde, en fait, on est très ouvert à cette question. Tout le monde est vraiment, normalement, en courant, en fait, de salaire des autres. Normalement, quand une personne va annoncer que j'ai gagné une poste, elle va aussi annoncer son salaire. Je viens de Boston, il n'y a pas de complexe
d'avoir de l'argent, grosse bagnole, grosse maison. En Chine, l'argent est un sujet très public. Il y a un marché de mariage qui s'est établi donc, dans les grandes villes. Les parents ils vont établir un CV de leur enfant précisant bien leur situation financière pour trouver voilà, le bon match. Oui. Ça, c'est clair. On peut parler tout et n'importe quoi. On peut parler qui on a fait des rapports sexuels hier soir. On peut parler comment j'ai tué mon chat hier soir. Mais le moment qu'on commence à parler de l'argent, non, 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 non. C'est même pas la peine. J'ai l'impression effectivement que si tu poses à quelqu'un une question par rapport à combien de fois il fait l'amour par semaine, il va te répondre spontanément, tandis que si tu lui poses la question combien il gagne, je pense qu'il va faire un veto, il va pas vouloir te répondre. Si on parle du sexe aux États-Unis, je peux garantir que je dis cette phrase là lundi soir, viré, direct. Alors, je vous montre pas l'ensemble parce que je n'ai pas le temps, mais voilà, simplement pour petite introduction donc sur cette vision de l'argent qui en France serait un problème. Donc, avec l'idée que les Français sont gênés de parler d'argent, que par ailleurs le mérite des gens n'est pas valorisé par l'argent, mais qu'il serait valorisé par les diplômes notamment. Et donc on n'a pas disons, le réflexe de considérer que une personne méritante doit être plus payée, et à l'inverse, une personne moins méritante doit être moins payée. La réussite est ailleurs. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cet extrait, c'est que on a l'impression que dans les autres pays, il n'y a aucun problème, que dans tout le reste du monde, on parle d'argent sans difficulté et que ce serait vraiment une sorte de handicap que porteraient les Français, qui seraient des êtres bizarres. Alors, pourtant, donc moi qui travaille sur l'argent depuis un certain temps, je m'aperçois qu'on en parle d'argent. Et que, par exemple, quand moi je fais des entretiens avec les gens me parlent d'argent. Et puis si vous regardez, par exemple, voilà, c'est juste quelques unes de magazines, ben, en fait, quand même, on voit que la question de l'argent, en fait, est présente. Et sous un peu toutes ses formes, entre l'argent pour les enfants, la question des impôts, la question de l'argent des hommes politiques, la question, je ne sais pas si vous vous rappelez, de toutes les unes autour de l'héritage de Johnny Hallyday, et on avait tous les détails. Donc, en fait, on en parle de l'argent. Et puis, aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu dans les pays où, théoriquement, ou en tout cas, on nous dit qu'il n'y a aucun problème, on s'aperçoit qu'il y a quand même des formes de tabous aussi ailleurs. Donc ça, c'était juste une petite dépêche que j'avais trouvée sur le fait qu'aux États-Unis, il y avait des tabous sur l'argent dans le sport universitaire. Mais en fait, on pourrait trouver dans tous les pays du monde des choses dont on parle avec l'argent et des choses dont on ne parle pas. Parce que là, dans le petit entretien, les extraits que je diffusais au début, les gens parlent de la question de l'argent qu'on gagne, donc combien on gagne, qui effectivement semble plus difficile à avoir comme discussion en France que dans d'autres pays. Mais ce qu'on voit, c'est que, et c'est là que Viviana Zélizar est vraiment intéressante, c'est que ce qu'elle nous dit, c'est que l'argent est codifié. Et en fait, partout, dans le monde entier, il y a un cadre précis dans lequel on parle d'argent. Et donc, la façon dont on parle d'argent en famille, entre collègues, dans le couple, la façon dont, par exemple, on fait des cadeaux monétaires ou pas, diffère d'un pays à l'autre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tabou, ça veut dire qu'en fait, partout, il y a des choses qu'on peut faire ou qu'on peut dire avec l'argent, et d'autres qu'on ne peut pas faire ou pas dire. Et chaque culture, chaque moment aussi dans l'histoire définit la façon dont ça va être approprié ou inapproprié. Et c'est en fait ça qui est intéressant, c'est-à-dire il n'y a pas des mondes où on pourrait faire ce qu'on veut et parler d'argent tout le temps, n'importe comment, et puis d'autres mondes où ce serait très serré. En fait, partout, on a des limites. Et alors, c'est là que ça devient intéressant de faire de la sociologie de l'argent, c'est que ben, on va essayer de définir dans chaque contexte quelles sont ses limites et comment ça marche. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'argent a une histoire. Le rapport avec l'argent a une histoire et est inscrit dans l'histoire d'un pays. Et en fait, dans une histoire,
qui est, si je reprends, enfin, si je prends l'histoire française, c'est que c'est une histoire qui est à la fois politique, religieuse, sociale, et aussi, enfin, c'est lié à la construction de la nation, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder l'histoire de l'argent parce que ça nous dit énormément de choses sur le fonctionnement d'un pays. Donc, si on prend l'histoire de l'argent en France, on a la première chose qui nous vient souvent à l'esprit, c'est la question de la religion catholique et du rapport du catholicisme avec l'argent, qui est un rapport différent d'autres religions. On a Max Weber, dans son livre sur le protestantisme, explique que la religion protestante a une vision de l'argent. Alors, il ne parle pas de l'argent, en fait, il parle de la réussite économique, ce qui est un peu différent, mais qui diffère de la religion catholique, parce que, nous dit-il, pour les protestants, comme la grande question est de savoir si ce sont des élus ou pas, et qu'ils n'ont plus, par rapport à la religion catholique, la possibilité de gagner le paradis par leurs bonnes œuvres, puisque dans le protestantisme, en fait, on est élu ou on est damné dès la naissance, il y a un destin, et donc l'enjeu, c'est de trouver des signes de sa réussite. Et les signes, on va les trouver dans la force qu'on trouve en soi de s'impliquer dans son métier. Et la réussite économique, en fait, est une preuve de sa force morale, et cette force morale est la preuve qu'on est élu. Donc c'est vraiment un enjeu très très religieux, nous explique Weber, qui n'est pas du tout le même dans la religion catholique, qui ne va pas... Dans la religion catholique, la réussite par le travail ne fait pas du tout partie des choses qui sont considérées dans la force morale. Au contraire, par exemple, la force morale, ça va être de bien s'occuper de sa famille, ça va être de se priver monétairement pour se consacrer à Dieu. Donc, le rapport avec l'activité économique n'est pas du tout le même dans les deux religions. Et dans la religion catholique, il y a une méfiance vis-à-vis de la richesse qui est perçue comme une sorte de détournement vis-à-vis enfin, par rapport aux obligations religieuses. Euh, donc ça, c'est un des substrats de l'histoire française, même si alors la France est un pays très largement catholique, mais pas uniquement. Et puis c'est intéressant de voir qu'on a des pays qui sont catholiques, si on prend l'Amérique du Nord par exemple, et le Canada est un très bon cas d'étude, parce qu'au Canada, on a le Québec qui est catholique, majoritairement, et puis le reste du pays qui est plutôt protestant, et donc donc si on suit Weber, on aurait une région qui condamnerait l'argent et pas l'autre. On s'aperçoit qu'il y a des différences dans les rapports à l'argent entre les deux parties du Canada, mais que quand même les pratiques économiques diffèrent énormément de la France, et qu'on est plutôt dans des pratiques économiques, même au Québec, qui ressemblent très fortement à ce qu'on trouve dans le reste de l'Amérique du Nord. Donc, la religion suffit pas à tout expliquer. Les autres explications, enfin, les autres parties de l'histoire qu'on peut prendre en compte pour comprendre la place de l'argent en France, c'est l'histoire de l'aristocratie de l'Ancien Régime, parce que l'aristocratie a un mépris souverain pour l'argent. L'aristocratie, c'est un monde où on est riche, mais on est riche par la naissance. Et on doit se tenir. En fait, ce qui compte, c'est de dépenser selon son rang et non pas selon l'argent que l'on a. Et en fait, la richesse est toujours quelque chose qui est vu de très haut, le fait de compter. Donc, on est riche, mais ça ne doit pas, ça ne doit pas entrer dans la discussion. Et la valeur des gens n'est pas liée à leur richesse. La richesse, c'est juste une sorte de donnée qui est là, mais sur laquelle on ne doit pas se focaliser. Donc, c'est ce que nous explique Norbert Elias, qui est un grand auteur, un socio-historien, si on peut dire, euh, qui relate la façon dont cette histoire légendaire du duc de Richelieu, qui donne une bourse à son fils pour lui apprendre à dépenser, et son fils revient avec la bourse pleine, et le père rapporte la bourse pleine à son père, celui-ci s'en empare et la jette sous les yeux de son fils par la fenêtre. Donc ça, c'est le rapport aristocratique à l'argent qui, qui se distingue du rapport bourgeois à l'argent. Et la bourgeoisie professionnelle, c'est tout ce que l'aristocratie méprise, c'est-à-dire des gens qui comptent, qui font des plans sur combien ils vont investir, combien ils vont gagner après,
Et on sait bien que le moment des Lumières et le moment de la Révolution, c'est aussi une transformation de ce rapport avec l'économie. Et par exemple, si on prend l'article dans l'encyclopédie de Diderot sur l'épargne, dans cet article, il est écrit il ne faut pas mépriser l'épargne. L'épargne, c'est quelque chose de bien, ça peut être utile parce qu'on peut ensuite investir, et puis pour le peuple, c'est une bonne chose. Et en fait, c'est un texte qui est vraiment un texte défensif. On le voit dans un monde où l'épargne est perçue comme quelque chose de moralement méprisable. Alors que quelques dizaines d'années plus tard, l'épargne, c'est au contraire la vertu cardinale qui montre que les personnes sont méritantes et que elles se tiennent elles-mêmes. Donc c'est vraiment, on a une transformation du rapport à l'argent entre la période de l'Ancien Régime et la suite. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, on a des traces de ce rapport aristocratique avec l'argent. Alors, donc on a ces deux, on a la religion catholique, on a l'aristocratie. Et puis, l'autre chose qui est essentielle dans l'histoire française, c'est la Révolution, qui dit un homme, une voix. Et donc qui dit on ne doit pas avoir plus de pouvoir parce qu'on a plus d'argent. Ça, c'est très important aussi dans la vision française de l'égalité. L'égalité veut dire que l'argent ne doit pas conférer, l'argent n'est pas un mérite, l'argent ne doit pas conférer des droits supplémentaires. Et alors donc, qu'est-ce qui reste? Puisqu'on n'est pas dans une société égale, y compris avec la Révolution, hein, les hommes naissent libres et égaux en droit, certes, mais ensuite il peut y avoir des différences. Et ces différences doivent être fondées sur des choses légitimes. Et qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est considéré dans notre société comme légitime? C'est la méritocratie scolaire. Et donc, la seule légitimité pour avoir des positions différentes, pour que certains soient chefs et que d'autres soient des exécutants, ce sont les diplômes. Et donc, l'histoire de l'argent en France, c'est une histoire qui dit on doit le vrai mérite qu'on reconnaît, c'est le mérite scolaire. Et tout ce qui passe par l'argent, c'est finalement quelque chose de secondaire et qui doit surtout ne pas être vu. Et donc, ce qui est intéressant, si on continue à comparer avec l'Amérique du Nord, c'est que les Américains, par exemple, disent les Français sont très très snobs parce qu'ils considèrent que réussir par l'économie, réussir par l'argent, c'est une réussite de second ordre. Ce qui compte, c'est ce qu'on a fait comme études. Et donc, si on n'a pas fait des études, si on n'a pas fait d'études, eh bien, on aura beau avoir très bien réussi, avoir eu des super idées d'activité économique, etc., on sera toujours méprisé. Donc finalement, c'est des formes de mépris croisés, parce que les Français peuvent dire à l'inverse, bah oui, si on n'a pas d'argent, on n'est pas pris au sérieux dans certains espaces. Mais donc ce qui compte, et c'est ça que Zélisère nous dit, hein, c'est que dans chaque situation, on a une histoire spécifique du rapport à l'argent. Donc ce rapport français à l'argent, c'est un rapport qui a vous voyez, où la réussite économique, en tout cas, n'est pas immédiatement valorisée. Pour autant, quand on regarde ce qui se passe pour les riches en France, on ne peut pas non plus dire que la richesse est empêchée. Et on a plein, là, c'est juste un petit graphique, on a plein d'indices qui nous montrent que les plus riches en France sont loin d'être maltraités. Ils sont, si on regarde leur patrimoine, là, c'est ce qu'on voit sur cette slide, mais si on regarde les taxes, si on regarde les salaires des hauts dirigeants des entreprises, les hauts dirigeants français sont très très loin de souffrir. Les mieux payés, ce sont les Nord-Américains. Mais ensuite, quand on regarde en Europe, les dirigeants français sont complètement au niveau, voire encore mieux payés que dans d'autres pays. Donc en fait, la question de la France qui n'aime pas les riches ou qui aurait un tabou avec l'argent, elle est beaucoup plus discutable que ce qu'on pourrait penser. Et la concentration du patrimoine qu'on voit dans le monde entier, elle est aussi vraie pour la France. Alors donc la question derrière ça, c'est la question de la valeur. Est-ce qu'on vaut plus quand on a plus d'argent? Et c'est donc l'enjeu, c'est qu'est-ce que nous donne l'argent?
Donc l'argent nous donne des biens matériels, certes, elle nous donne la liberté de nous libérer des liens sociaux, c'est-à-dire de pouvoir, de n'avoir à compter sur personne, de pouvoir, décider de ce qu'on veut, et puis elle nous donne la reconnaissance. Et ça, c'est ça une très grande ambiguïté, et c'est une critique qui est toujours faite à l'argent, c'est qu'avec l'argent, on obtient une reconnaissance qui est, suspecte. Hein, par exemple, là, c'est un petit extrait d'une pièce de Dumas fils milieu du 19e, qui s'appelle La question d'argent, où dans cette pièce, il y a le fils du jardinier, donc c'est une famille aristocratique désargentée, avec une jeune fille à marier, et en fait, le père de cette jeune fille a besoin d'argent, et donc il s'apprête à faire épouser sa fille par le fils du jardinier, devenu très riche. Et donc il y a une grande tirade au milieu de la pièce de cet homme qui dit: l'argent est la puissance qu'on ne discute jamais. Autrefois, donc quand je n'étais que le fils du jardinier, tout le monde me trouvait laid, bête, importun. Aujourd'hui, tout le monde me trouve beau, spirituel, aimable. Et donc, c'est cette critique de l'authenticité, de la perte d'authenticité, euh, du fait de l'argent qu'on retrouve. euh, on en retrouve des éléments de ce type depuis l'Antiquité. Dès Aristote, on a ce type d'accusation, c'est-à-dire que l'argent transforme les gens et vous permet d'acheter les choses qui, normalement, sont inachetables. Il vous permet d'acheter la beauté, l'amour, l'intelligence, ou en tout cas que les autres vous le reconnaissent, même si vous ne l'avez pas, mais parce que vous avez la puissance de l'argent. Et donc, en même temps que ça, on a cette critique de l'argent qui est une fausse valeur. Et ça, c'est la fameuse légende du roi Midas, ce roi qui a demandé, en échange d'un bienfait qu'il avait fait, à pouvoir tout transformer en or, et qui finalement se retrouve dès qu'il touche de la nourriture, la grappe de raisin, on voit sur cette image, la grappe de raisin se transforme en grappe d'or et il ne peut pas la manger. Et puis le pire qui se passe, c'est qu'il prend sa fille dans ses bras et sa fille se transforme en or, en statue d'or, et il finit par se jeter dans le fleuve Pactole, désespéré. Donc c'est cette idée, vous voyez donc que c'est très ancien hein, dans l'histoire de l'humanité, cet enjeu de la place de l'argent, et de l'argent qui doit rester un moyen et qui ne doit pas devenir une fin. Et à partir du moment où il devient une fin, eh bien, il empêche la vie d'une certaine façon. Donc là, ce que je vous disais, euh, c'est ce livre de Michel Lamon, La morale et l'argent, c'est un livre qui est intéressant parce que justement, elle fait cette comparaison entre la France et les USA, et en montrant en fait que on a un rapport à l'argent qui est codifié dans les deux pays, mais selon des codes qui sont différents. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les Français sont perçus comme arrogants en France. Mais dans les deux cas, l'argent reste un moyen et non une fin. Et il n'y a aucune société dans laquelle, même si la réussite économique peut être très valorisée, mais dans laquelle l'argent est une fin pour lui-même, sans être intégré dans le reste des relations sociales. Alors, dernière partie de cette présentation. Alors, la transition est un tout petit peu délicate, mais sur le fait enfin, c'était, on en avait discuté avec Nicolas, on se disait que ça pouvait être intéressant aussi pour ouvrir la discussion, d'appliquer ces enjeux de sociologie de l'argent à la question bancaire, et ce qui est une part de mon travail. Et donc, comment, en fait, dans les rapports avec la banque, on, on voit ces éléments qui sont liés au fait que les rapports à l'argent sont construits et sont organisés par les sociétés, mais aussi par les forces économiques. Hein. C'est pas parce que on dit on peut montrer que dans le rapport à l'argent, on a des dimensions culturelles, religieuses, historiques, qu'on n'a pas aussi des choses qui sont liées à l'organisation économique. Donc, je vais juste vous parler de cet ouvrage qui s'appelle L'épreuve de l'argent, qui est un ouvrage
qui est fondée sur une longue enquête à la fois dans les agences bancaires, mais aussi sur l'histoire donc c'est sur la banque de détail essentiellement, hein, sur l'histoire de la banque de détail en France, et où je montre que la façon dont la banque de détail s'est ouverte en France, c'est-à-dire dans les années 60 avec une volonté étatique très forte, c'est vraiment une politique publique, l'ouverture de la banque de détail à l'ensemble de la population, crée un rapport très spécifique enfin, et une relation bancaire qui est spécifique et qui est notamment, enfin, une des caractéristiques, c'est que la France est sans doute le pays du monde le plus bancarisé. Et il est quasiment impossible en France de vivre sans compte en banque, alors que il y a beaucoup de pays, y compris des pays d'Europe de l'Ouest ou d'Amérique du Nord, où une partie de la population n'a pas de compte en banque et vit avec des moyens de paiement et des systèmes qui sont hors banque, alors que en France, on passe forcément par la banque. Et donc, je me suis intéressée à cette relation entre les banquiers et les clients. Et, euh, et ce que j'ai vu, c'est que le banquier, donc en tant que, à la fois que personne, mais aussi comme représentation, donc c'est vraiment une sorte d'abstraction, il a quatre types de figures, c'est-à-dire quatre types de relations avec ses clients. Une relation qui est purement commerciale, qui est voilà, la banque doit faire du profit, elle prend les dépôts, elle vend des crédits, elle vend des moyens de paiement et elle cherche à faire le plus d'argent possible. Et donc la relation, si on est dans une relation purement commerciale, eh ben, on va aller comme client en disant, voilà, j'ai besoin de ça, à combien vous me le faites? Et puis je vais voir la banque d'à côté, et la banque d'à côté est moins chère et je vais dans la banque moins chère. Mais c'est pas non plus un commerce comme les autres, le commerce bancaire, parce que la banque produit un jugement sur ses clients et les biens que la banque a à vendre, et en particulier les biens de crédit, elle les donne après avoir fait une évaluation de ses clients. Donc il y a une dimension de jugement qu'on a dans la banque. Et ce jugement, il est à la fois économique, mais pas uniquement. Il est aussi euh, lié au mode de vie des personnes. Est-ce que est-ce que les personnes apparaissent comme des personnes sérieuses? Et alors ça peut être, et ça, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment des enjeux moraux deviennent aussi des enjeux puisque c'est industrialisé, hein, le système bancaire, donc ça devient des enjeux de type de critères qu'on va utiliser pour savoir si les gens sont solvables ou pas. Et donc comment est-ce que la banque, disons, a à la fois des critères moraux et des critères économiques dans ses jugements. La banque, c'est aussi un lieu de conseil, et d'ailleurs, souvent les agents bancaires se font appeler, ça s'appelle des conseillers. Alors parfois c'est conseillers clientèle, parfois c'est conseillers commerciaux, donc ce qui est intéressant parce que ça recoupe deux types d'attentes des clients. Donc, on est à la fois, quand on va à la banque, on est à la fois dans un échange commercial, mais on est aussi souvent dans des enjeux on se demande quoi faire, comment placer son argent, est-ce que c'est le bon moment pour emprunter, est-ce que si j'ai des partages familiaux à faire, bien sûr, c'est pas la banque qui va décider, mais on se dit que peut-être le banquier peut me donner des conseils. Donc, le banquier joue aussi un rôle de conseiller. Et puis, il y a cette dernière figure qui est une figure en fait assez rare, mais qui est intéressante parce qu'elle est, euh, c'est une sorte d'horizon d'attente, c'est le sauveur, c'est-à-dire le banquier qui tout d'un coup va, parce que il a compris que vous êtes dans une situation très compliquée et que vous avez besoin d'aide, va changer un petit peu les règles ou va pouvoir jouer avec les règles pour vous augmenter un découvert quand vous en avez besoin, pour vous effacer des frais qui vous étouffent, etc. Et donc, il y a aussi dans ce rapport avec la banque, l'idée que la banque devrait être compréhensive, etc. Chose qu'on ne demande pas à d'autres commerçants. Alors, ça c'est un petit tableau, je vais passer très vite, mais en fait, qui détaille chacune de ces figures. Et donc, à partir de cette idée de figure du banquier, se pose la question de quel lien on peut avoir avec la banque, qu'est-ce qu'on peut attendre de la banque, et on voit l'épaisseur en fait sociale du rapport à la banque.
Alors, pour conclure, donc je vous disais, hein, c'est très rapide ce truc, ce petit passage sur la banque. C'est simplement pour ouvrir la discussion et pour vous inviter à, voilà, à réagir dessus et éventuellement à partager des choses sur vos liens avec la banque. Et donc, je conclus sans plus attendre pour aussi ouvrir la discussion sur le fait que si on se demande quelles sont les questions qu'on a avec l'argent, et que ce soit l'argent qu'on a en famille, ou l'argent économique, ou l'argent dans son lien avec la banque, c'est à la fois la question de la justice, et donc c'est aussi ça qui se pose dans ces figures du banquier. Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que c'est juste que la banque soit simplement un lieu commercial qui évalue la valeur économique de ses clients? Ou est-ce que c'est juste que la banque aide ses clients quand elle le peut? Euh, pardon. Donc, hop, je me remets sur la dernière slide. Qu'est-ce qui est juste? L'autre question que pose l'argent, c'est est-ce qu'on peut se comparer avec l'argent? Est-ce que c'est une bonne façon de se comparer? Est-ce que quelqu'un qui a plus d'argent vaut plus que quelqu'un qui en a moins? Et jusqu'à quel point on peut se comparer? Si on prend un objet, si on prend une voiture, on va dire que la voiture qui vaut 10 000 euros de plus que l'autre, elle vaut plus que celle qui vaut 10 000 euros de moins. Pour les personnes, c'est plus compliqué. Et puis, surtout, ce qu'on voit, c'est que dans une société monétarisée comme la nôtre, en fait, l'argent est présent, et donc on cherche sans cesse à faire avec. Et donc à faire en sorte de, de faire ce qu'il faut pour toutes les choses où on a besoin d'argent, mais de préserver aussi les valeurs multiples qui sont à côté. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis surtout, je suis euh, très en attente des échanges qu'on pourra avoir. Merci beaucoup, Jeanne. Je me permets de faire une légère conclusion pour le replay, pour les besoins de la narration, de la conclusion. Je rappelle quand même que vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur le sujet, vous en avez évoqué quelques-uns. Vous êtes également, pour ceux qui n'aiment pas forcément les lectures sociologiques, une certaine accessibilité via des podcasts, d'autres médias, de la radio, que vous pouvez retrouver en ligne pour approfondir les sujets qu'on a abordés aujourd'hui en 1 heure. Et puis, si vous pouvez pas être à notre webinaire de février, sachez qu'il sera aussi disponible en replay sur la manière dont nous utilisons l'argent à l'Union régionale, l'argent de vos cotisations à notre association. Voilà, je vous dis à très vite. Merci et bonne année. C'est le dernier moment de le faire.